Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot, Sport FM 100 ans, la 91.9 que vous pouvez également recevoir sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance, bienvenue, on parlera de Samuel Eto'o, c'est pas la vie en rose avec les médias, souvent beaucoup de problèmes avec le ministère des Sports et des Loisirs là-bas au Cameroun, mais l'ancien numéro 9 des Lions Indomptables vient d'intégrer le comité exécutif de la Confédération africaine de football. On revient au Togo pour parler de la suspension provisoire de la part du CNO Togo à l'endroit de 4 fédérations, la Fédération togolaise de natation, la Fédération togolaise de cyclisme, la Fédération togolaise de hockey ou encore la Fédération togolaise d'escrime. Qu'est-ce qu'il s'est passé? On leur reproche d'avoir publié un mémorandum le 21 novembre dernier dans lequel ils pointent du doigt la mauvaise gestion du président du CNO Togo. On va en parler. La première division nationale de football, la phase allée a pris fin depuis quelques jours avec un temps de comme champion à mi-parcours. On va parler justement de cette nouveauté parce que depuis plusieurs années, c'est ASCO qui contrôle les choses et le quintuple champion en titre du Togo est 5e pour cette fois-ci à la fin de cette phase allée. On va faire un peu le point ici. Merci de nous faire confiance. Nous invitons donc Latif Irouma et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Merci, bienvenue. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sœur Fonelhomme et la mise en onde est l'affaire d'Olivier Koudjo. Ok, merci, bonne arrivée. Voilà, Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. C'est mercredi 12 mars 2025. Merci de nous faire confiance. Eh bien, on l'a dit, on va d'abord saluer nos invités. Latif Irouma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Samuel Eto'o, c'est pas la vie facile en étant président de fédération camerounaise de football. Souvent des problèmes avec le ministère, avec même les médias, une partie des médias. C'est difficile pour lui, mais l'homme a intégré le comité de la Confédération africaine de football. Oui, vous parlez donc de Samuel Eto'o, les difficultés qu'il avait même avant donc de prendre la Fédération camerounaise de football, les difficultés qu'il a avec certains acteurs. Vous savez que cette dernière semaine, c'est seulement Samuel Eto'o sur pratiquement sur tous les toits. Mais finalement, je crois que le tribunal arbitral des sports lui a donné raison par rapport à son litige avec la Confédération africaine de football puisque Samuel Eto'o avait été suspendu par la commission de discipline pour certaines choses. Et finalement, il a saisi le TAS. Le TAS lui a donné raison. Entre-temps, il avait déposé sa candidature, mais compte tenu donc justement de cette suspension, il avait été écarté, mais il a saisi le tribunal arbitral du sport qui lui donne raison. Il a été accepté donc maintenant pour ce qui concerne sa candidature. Aujourd'hui, il est élu au sein donc du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Je crois que Samuel Eto'o ne l'a pas volé, il le mérite amplement parce que oui, on connaît la carrière donc de Samuel en tant que joueur aujourd'hui, en tant que dirigeant de club. Oui, ce n'est pas véritablement ça avec le Cameroun, surtout ces derniers temps, le problème qu'il y a, que ce soit au niveau donc de la FECA Foot, encore au niveau dans le football camerounais. Vous vous rappelez de cette dernière semaine, cette histoire de joueurs kidnappés par un responsable de club, ce responsable qui serait être un ami donc de Samuel Eto'o. Et jusque-là, vous savez que la FECAFOOT ne s'est même pas prononcée sur cette situation, puisque c'est une affaire qui se retrouve finalement au tribunal. Et donc, il y a tout ça là. Mais aujourd'hui, Samuel Eto'o est élu au sein du comité exécutif. Je crois qu'il le mérite. L'Afrique a besoin quand même de ses valeurs. Nous parlons des valeurs humaines. Et justement, Samuel Eto'o fait partie justement de ces valeurs-là. Je crois qu'il est en train donc de montrer la voie à d'autres personnes. Vous savez qu'entre-temps, Kalusha
Kalusha Boualia était aussi président de fédération zambienne de football. Donc il faut quand même que ce football-là revienne justement à ses acteurs. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de voir. Oui, ce n'est pas évident. Hein. On a cru que Didier Drogba, par exemple, allait faire la même chose en Côte d'Ivoire. Non, non, non. Ça n'a pas réussi. Beaucoup ont pensé même qu'Emmanuel Adebayor aurait une envie quand même de pouvoir prendre la tête de la Fédération togolaise de football. Mais ce dernier a dit non, que ça ne fait pas partie de ses projets. Aujourd'hui, Samuel Eto'o a réussi. Ça n'a pas été facile. Mais il a compris tout de suite que le fait d'être dirigeant de fédération là-bas au Cameroun, ce n'est pas du tout facile. Tellement de problèmes avec les médias, avec le ministère surtout. Il y a eu toujours des bras de fer. Mais aujourd'hui, le bonhomme fait son chemin en intégrant le comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'est une bonne chose pour d'abord le joueur, l'homme, Samuel Eto'o, et puis pour l'Afrique. Moi, je dis, quoi qu'on dise, ils ont porté l'Afrique, hein, ces joueurs-là. Vous avez évoqué Didier Drogba, il a parlé de Kalusha Boualia. Voilà, il y a beaucoup qui ont fait quand même la pluie et le beau temps dans le monde entier. Drogba n'a pas eu cette chance-là parce qu'il y a eu, en tout cas, des contingences politiques qui se sont mêlées. Drogba a eu la malchance de venir de la même région que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Et on a vu tout ce qui s'est passé même au soir de la carrière de Drogba au sein des éléphants de Côte d'Ivoire, dans cette histoire de brassard entre les frères Touré et puis Didier Drogba. Et ça, donc, ça s'est poursuivi avec justement son éviction, si je peux le dire entre guillemets, parce qu'il a été empêché de pouvoir donc diriger la Fédération ivoirienne de football. Alors, Samuel Eto'o a eu la chance de pouvoir le faire. Souvenez-vous du jour de l'élection où il y avait eu beaucoup de choses pour empêcher également Samuel Eto'o, mais il a pu quand même se sortir du traquenard qui était mis en place pour pouvoir voler les élections. Il a été élu en plein exercice. Il n'y a pas eu en tout cas de répit pour lui, des soucis avec même l'État à travers le ministère et autres. Mais aujourd'hui, c'est une victoire pour Samuel Eto'o. On est président de fédération, on est membre du comité exécutif, et quand il intègre le comité exécutif, c'est qu'il est éligible désormais pour la présidence. Parce que c'est cela, c'est les tests au niveau de la CAF. On ne peut pas se lever pour être président directement de la Confédération africaine de football. Et donc c'est bien. Drogba, c'est le temps, ça va venir. Ça va venir. Vous avez parlé d'Emmanuel Cheyi Adebayor. Oui, Cheyi Adebayor aurait pu. Maintenant, vous savez, Cheyi et la sélection, ça n'a pas été aussi rose. Hein. On a vu comment les autres ont porté leur sélection et sur le terrain et hors du terrain. Cheyi a porté la sélection sur le terrain, mais hors de la sélection, hors du terrain, Cheyi n'a pas été cet exemple-là. Voilà pourquoi lui-même il s'est dit logiquement que pour l'instant, ce n'est pas sa priorité. Il peut changer d'avis, non? Oui, voilà pourquoi pour le moment, il peut à tout moment revenir. Oui, Cheyi, ce n'est pas un exemple en termes de comment on dit, ce n'est pas un technocrate. Cheyi n'a pas fait de longues études, mais Cheyi a la chance de parler très bien anglais. Et quand on parle très bien anglais, avec le français que Cheyi donne, je pense que sur cet aspect-là, il peut quand même diriger la Fédération togolaise de football, si bien sûr les autres aspects comportementaux sont aussi revus. Ça c'est clair, il ne faut pas avoir peur des mots. Maintenant, Samuel Eto'o est arrivé. On va voir. Platini a été président de l'UEFA. Pourquoi pas demain Samuel Eto'o, président de la Confédération africaine de football? Oui, de toutes les façons, il a prouvé sur le terrain aujourd'hui, même si sa gestion est critiquée là-bas au Cameroun par certaines personnes. D'autres disent qu'avec lui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment la subvention, le salaire des joueurs, que la régularité du championnat, bien parce sûr. Que depuis qu'il est arrivé, et on ne peut pas faire l'unanimité. Soyez clairs, même les livres saints ne font pas l'unanimité. Beaucoup critiquent le Coran, beaucoup critiquent la Bible, même Dieu qui a créé le monde ne fait pas l'unanimité. Voilà, donc Samuel Eto'o, Michel Platini, Motsepe, Père à son ami Sayatou, aujourd'hui Infantino, personne ne fait l'unanimité. Et donc c'est l'homme, quoi. C'est ça l'homme. Et Samuel Eto'o a ses défauts. C'est un jeune, même si aujourd'hui l'âge a avancé, il y a des erreurs aussi par moment.
Mais écoutez, il s'agit. Et avec le temps, pourquoi pas Samuel Eto'o, je le dis et je le répète, président de la Confédération africaine de football. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est les relations dans ce domaine-là. Il faut avoir des réseaux, il faut avoir la relation pour pouvoir un jour envisager diriger la Confédération africaine de football. Sinon, quand, on va dire, le Malgache est arrivé, personne ne le connaissait. Ahmad Ahmad en tant que tel. Même Patrick Motsepe, même s'il est président de Mamelodi Sundowns, personne ne le voyait. Mais c'est les réseaux, les relations qui l'ont porté à ce niveau. Donc, beaucoup de courage à Samuel Eto'o. 4 fédérations togolaises sportives suspendues provisoirement par le CNO pour 5 ans. Il s'agit de la Fédération togolaise d'escrime, de la Fédération togolaise de natation, la Fédération togolaise de hockey et la Fédération togolaise de cyclisme. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir publié un mémorandum le 21 novembre 2024 dans lequel ils critiquaient avec véhémence les abus, disent-ils, du président du CNO et de ses suspensions arbitraire. Voilà la situation aujourd'hui. Et on pensait à un moment donné que tout cela était du passé, que l'année 2025 va être, une année de dialogue. Et puis, mais c'est revenu. Ces fédérations sont suspendues. Oui, Franck, je voudrais d'abord essayer peut-être de recentrer. Je ne sais pas si ce sont les fédérations qui sont suspendues, mais à ce que je puisse comprendre, c'est plutôt ces responsables de fédérations qui sont suspendues, en fait. Alors, les fédérations, en réalité, voilà. Elles sont là. Elles sont là. Mais quand on parle de la tête des fédérations... Oui. Voilà, les présidents de ces fédérations sont suspendus. Je ne pense pas que le CNO, par exemple, demande à ce qu'aucun athlète ne puisse, par exemple, d'escrime ou bien aucun athlète de natation ne puisse se produire. Mais à ce que peut-être, par rapport à ma compréhension, ce sont les responsables qui sont suspendus. Et vous savez, le Togo, nous sommes très forts. Nous sommes très forts en spectacle. C'est un spectacle. Oui, on se donne un spectacle, ça c'est clair. D'abord, les suspendus se sont donnés en spectacle, en premier. Parce que moi, j'ai dit, c'était un projet qui était mort-né. Je me souviens encore, quand la natation, l'escrime, le hockey et puis le cyclisme, quand ils ont lancé, en tout cas, je ne sais pas, cette pétition et autres, pour créer un autre comité olympique. Oui, moi je me dis, écoutez, quand on veut faire bien les choses, on se lève tôt. Ils ne se sont pas levés tôt, ils ont dormi. Akpaki a postulé, il était candidat. À la fin, les trucs ont été... L'unique candidat d'ailleurs. L'unique candidature. Et puis c'est derrière que voilà, nos amis se réveillent. Et puis ils ont promis qu'il n'y aura pas élection. Mais finalement, il y a eu élection. Moi, je me dis, le premier spectacle, on s'est donné un spectacle là-bas. Maintenant, moi, je me dis, le CNO aussi, sincèrement, doit savoir prendre de la hauteur. Quand on dit qu'on a une institution, une grande institution, il faut savoir prendre de la hauteur. Parce que certaines décisions du CNO sont trop bas. Franchement, moi je dis, cette décision-là, le CNO n'en avait pas besoin. D'abord, vous prenez l'escrime. Le CNO, à ce que je sache, ne reconnaît pas l'escrime. Voilà, ni son président. Ils l'ont sorti de leur cadre. Du mouvement olympique. Du mouvement olympique. Maintenant, cette sanction, cette suspension vient encore, c'est comme on dit que quelqu'un qui est mort et on dit encore qu'on l'a tué. Écoutez, moi je dis... Cabri mort n'a pas... Vous ne reconnaissez plus un monsieur. Vous dites encore que vous le suspendez. Moi je dis, il y a un problème à ce niveau. Avec Victor Lamega, il est qui pour le CNO? Le Victor Lamega n'est personne pour le CNO d'Akpaki, parce qu'ils l'ont sorti de leur schéma. Et on savait qu'ils ont été ensemble. Il a été directeur sportif. Mais il y a eu l'histoire de visa, de quoi. Et après, ils l'ont aussi sanctionné à titre conservatoire. Après, le ministère a demandé à ce que le CNO retire. Le CNO ne l'a pas fait et a même corsé. Alors, donc, la méga, en réalité, ne devait plus être dans le vocabulaire du CNO. Ça, c'est un premier aspect. Maintenant, l'autre aspect, moi, je dis, le CNO, franchement, écoutez, le président Akpaki, il est réélu. Et je pense, même si beaucoup ne partagent pas mon avis,
que Akpaki méritait un deuxième mandat par rapport à ce qu'il est en train de faire au CNO. Moi, je me dis, j'ai pris un aspect. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été bien faites. Mais je prends un aspect. Quand vous voyez les infrastructures là-bas, tous les présidents qui ont défilé au CNO, personne n'a fait ce qu'Akpaki est en train de faire. Il a refait le CNO. Et je dis, c'est à son actif. Même 1000 ans, c'est à son actif. Et je pense que ce qu'il est en train de faire, il n'a pas fini. Il méritait un deuxième mandat. Mais d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on mérite un deuxième mandat, ou même peut-être un autre troisième mandat, qu'on doit faire du CNO peut-être non, en fait, une propriété privée. Parce que je me dis aujourd'hui, si quelqu'un tousse dans le champ d'Akpaki, mais il est pris. Il est pris. C'est-à-dire que je dis il est pris, ça devient une gendarmerie, ça devient une police. Personne ne doit dire un mot contraire à Akpaki. Personne ne doit dire, ne doit regarder dans la direction contraire. Moi, je dis. Vous pensez? Oui, mais écoutez, ces messieurs, je viens de dire qu'ils n'ont pas bien fait les choses et dans les règles de l'art. Mais est-ce qu'il s'était interdit quand même de dire non à une candidature? Est-ce que c'est interdit? Pas du tout. Ah alors, mais des gens disent qu'ils ne te voulaient pas. Mais tu as été élu. Mais on s'en tient à ça. Mais tu as été élu. Mais là, on dit qu'on les suspend 5 ans. Et puis, écoutez, 5 ans, ça veut dire quoi? Moi, je dis, on est en sport, on n'est pas en politique. Même les politiciens, des fois, ne vont pas à ces extrémités. Mais moi, je dis, franchement, à ce niveau, le CNO est en train de dépasser les bornes. Le CNO, des fois, même se trompe aussi, peut-être de prérogatives. Parce que moi, je me dis, est-ce que les prérogatives du CNO sont à ce niveau-là? De cogner sur tout le monde, de taper sur tout le monde. Plutôt, le CNO vient à la rescousse des fédérations qui ne font pas bien les choses, en les moralisant, en aidant le ministère à moraliser ces fédérations qui n'entrent pas dans les règles olympiques. Mais quand le CNO devient ce juge-là, qui sanctionne, moi je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. M. Akpaki doit franchement revoir cela. Oui, on va écouter d'ailleurs Auguste Dogbo, un ancien président du Comité national olympique Togo. Le CNO n'est pas une institution au-dessus des fédérations sportives. Il faut qu'on soit clair. La Fédération togolaise de football n'a pas d'ordre à recevoir du Comité national olympique togolais. S'ils ont des ordres à recevoir, c'est de la Confédération africaine de football ou bien de la FIFA. C'est comme ça. Et toutes ces fédérations que nous sommes dit, le Comité national olympique est une émanation du Comité international olympique. Et c'est tous les sports olympiques qui participent aux Jeux olympiques qui participent à l'organisation du Comité olympique du Togo. C'est comme ça. Par parallélisme des formes, la FIFA ne reçoit pas d'ordre du Comité international olympique. Oui. La Fédération internationale de handball ne reçoit pas des ordres du Comité international olympique. Le Comité international olympique est là pour pouvoir organiser les Jeux olympiques. Le Comité olympique du Togo est là pour pouvoir nous fédérer, pour pouvoir faire des Jeux togolais ou bien des Jeux africains ou bien aller aux Jeux olympiques. J'ai été président du Comité olympique. Bien sûr. Je n'ai jamais eu à dire au président de la Fédération de handball ou de football ou bien ceci, non, voici ce que vous devez faire. Non, ce n'est pas mon rôle. Il ne faut pas qu'on se trompe de mission. Voilà Auguste Dogbo, actuel président de la Fédération togolaise de handball et ancien président du Comité national olympique Togo, Grégoire Attignon. Voilà, la situation, elle est là. Le CNO dit, oui, moi, je travaille avec toutes les fédérations et si une fédération se trompe de chemin ou bien fait des erreurs, je suis là pour sanctionner. Est-ce que c'est ce que disent les tests? Est-ce que c'est ce que disent les tests du Comité national olympique sanctionnés à chaque moment? Moi, j'essaie d'analyser un tout petit peu cette situation. Je crois que Latif l'a expliqué. Oui, on comprend qu'il y a certaines fédérations qui ont déraillé un tout petit peu en n'étant pas d'accord par rapport à la candidature à l'époque du président du Comité national olympique. Mais cela ne veut pas dire que le président du Comité national olympique va devenir, ou bien ces fédérations deviennent des ennemis du Comité national olympique ou bien des adversaires du Comité national olympique. Et moi, ce que je constate ici, c'est une chasse aux sorcières. Ah bon? Oui, c'est ce que je constate. Parce que oui, si tu n'es pas avec moi, et donc ce qui veut dire que tu n'es pas avec moi, je ne te considère plus, tu ne rentres plus dans ma lignée. C'est ce que moi je constate par rapport à cette décision. Et je dis, est-ce que ce n'est pas abusif, ces suspensions
du Comité national olympique. Quand on écoute le président de la Fédération togolaise de handball, il a dit beaucoup de choses. Le Comité national olympique n'est pas au-dessus des fédérations. Ce qui veut dire que, en principe, le CNO n'a aucun droit de suspendre ces fédérations-là. Mais si aujourd'hui le CNO le fait, quelle prérogative ou bien quel test le dit finalement, parce que je crois que dans la décision, on a cité des statuts, des articles, des tests. Justement. Est-ce que c'est véritablement ce que disent ces tests-là, ces articles-là, c'est ce qu'ils disent? C'est de suspendre ces fédérations. On dit on suspend pour 5 ans. Latif a expliqué tout à l'heure. Je crois que de ces présidents, il y a Victor Lamega qui a été déjà suspendu. Sa suspension n'a pas été levée jusqu'à ce que je sache. Sa première suspension n'a pas été levée. Mais finalement, on vient encore le suspendre. Maintenant, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui explique toute cette décision-là? Je crois qu'entre-temps, entre le Comité national olympique et la Fédération togolaise de natation, il y a eu problème. Jusqu'à ce qu'on nous sorte des documents comme quoi il y a la Fédération internationale de natation qui aurait même envoyé un courrier suspendant et son Daou. Mais s'il est sous sanction, pourquoi alors le CNO vient encore le sanctionner? Voilà donc c'est des actes oui, mais posés. C'est deux sujets différents. Oui, mais Franck, il était déjà sous sanction. Si c'est sa fédération internationale qui le suspend, ce qui veut dire qu'en principe... Il n'est plus en activité. Il n'est plus en activité. Mais si aujourd'hui le comité olympique vient encore suspendre cette même personne, mais je ne comprends pas. Ça veut dire qu'elle était toujours en activité. Je ne comprends pas. On dit qu'on a suspendu le président de la Fédération togolaise d'escrime, mais qui a continué à mener des activités. Il a envoyé tout récemment, ou bien il a amené tout récemment des athlètes à une compétition continentale. Il a même ramené des médailles. Aujourd'hui, on suspend ce président-là. Je me dis que, est-ce qu'on veut le développement de ce sport-là? Est-ce que le comité national veut véritablement avoir des athlètes qui doivent dignement représenter le Togo aux Jeux Olympiques? Parce que si aujourd'hui, on écarte ces fédérations, ce qui veut dire que le Togo perd des médailles. Ces jeunes-là qui sont allés à ces compétitions, les championnats d'Afrique, cadets, juniors, minimes, la dernière fois à Luanda, en Angola. Et qui ramènent 6 médailles. Si on permet à ces jeunes-là de participer aux activités des Jeux Olympiques, est-ce qu'ils ne peuvent pas ramener des médailles au Togo? Donc, pour justement, parce que oui, c'est moi qui suis le patron aujourd'hui, je décide de ce que je veux, et donc on est obligé d'empêcher le Togo. Donc vous accompagnez ou bien vous comprenez ceux qui parlent de gestion abusive, suspension arbitraire? Moi, je parle de cette sanction, je la trouve un peu abusive de la part du Comité national olympique du Togo. Il ne fallait pas, moi je crois qu'il faut aller en discussion avec ces fédérations, essayer ensemble, parce que oui, quand je me rappelle encore, quand j'écoute encore les propos du président du Comité national olympique juste après son élection, il dit on va travailler ensemble. Mais si vous écartez les gens, avec qui vous allez travailler finalement? La question reste posée. Oui, moi je pense les fédérations viennent de se renouveler. Grégoire a dit quelque chose d'important. Quand on élit des gens à la tête des fédérations pour 4 ans et que quelques mois après, l'institution qui est censée, en tout cas, entretenir l'équilibre du mouvement olympique, du mouvement sportif, de l'olympisme, les valeurs qu'il faut, les valeurs de soutien mutuel. Quand après des mois, parce que toutes les fédérations ont renouvelé leur fédération, les choses en novembre, on vient suspendre ces présidents de fédération. Alors, ça suppose qu'on est en train de mettre à l'eau cette discipline. Donc, moi, je pense, quand les élections arrivent, même en politique, mais tous les coups sont bons. Mais après les élections, mais écoutez, la vie continue. Parce qu'on ne va pas nous dire qu'il y a un test qui, en tout cas, défend les gens de critiquer ou bien chose. C'est-à-dire que c'est de bonne guerre en réalité. Et aujourd'hui, ces fédérations, oui, le timing, la forme, le fond, tout n'était pas bien. Mais alors, est-ce que ça a empêché le président Akpaki d'être réélu? Non, il a été réélu. Et puisqu'il a été réélu, moi je pense qu'il fallait ou soit laisser la commission de discipline, si elle existe, du CNO Togo, de se pencher sur peut-être le cas. Mais quand c'est le comité exécutif qui prend les décisions, qui sanctionne les gens. Cette décision a été signée par 3 membres. Même 4 ans. Et qui les renvoie à l'AG. Mais écoutez, si on sait qu'on a une AG qui peut décider autant,
attendre l'AG, parce qu'en ce moment, est-ce qu'il y a une élection qui arrive pour qu'on dise que ces présidents de fédération vont encore peut-être essayer de faire des trucs? Attendez donc l'AG qui décide et que l'AG dise que nous ne voulons plus de vous quatre parce que vous avez dit non à notre président actuel. Et donc moi je pense qu'à ce niveau, le CNO est en train de faire. Mais peut-être que ce n'est pas... C'est que quand vous prenez, les responsabilités sont situées. Regardez ce que le CNO fait. Et qu'est-ce que le ministère dit dans tout cela? Le ministère dit quoi? Quand je dis ministère, je parle de l'État. Oui. Mais écoutez, c'est un désordre qui s'installe autour de nos sports. Le ministère également ne fait pas bien les choses. Le CNO Togo ne fait pas bien les choses. Et ça fait que le ministère, les fédérations aussi n'ont pas bien fait les choses. Donc on devient une jungle dans notre sport. Quand Ganta frappe la panthère vient frapper le buffle vient frapper peut-être le lièvre. Le lièvre, et puis ainsi de suite. On est où finalement? Finalement, c'est la loi du plus fort à chaque niveau. C'est la loi de la jungle. Mais ça devient la jungle. Le ministère aussi est là, distant, avec le CNO. On dit on ne vous parle plus, on n'est plus amis. On se regarde en chien de... Et puis le problème c'est quoi? Quand une fédération est amie avec le CNO, elle devient ennemie du ministère. Quand une fédération est amie du ministère, elle devient ennemie du CNO. Et puis, on se fait le ping-pong. Moi, je dis, on se donne un spectacle, tout simplement. Depuis combien de CNO, par exemple, le CIO a sanctionné dans le monde et qui sont ces informations? Combien de CNO est-ce que ces CNO-là font bien les choses? Non. Est-ce que les rapports, l'argent de la solidarité olympique qui arrive, est-ce que tous les fonds sont bien faits? Mais ça gère. Les fédérations, les fédérations de football, les fédérations togolaises de football, Bénin, choses. L'argent que la FIFA envoie, est-ce que toutes les fédérations font bien les rapports? Mais la FIFA quand même essaye de savoir, il y a quand même des mécanismes pour pouvoir ramener les gens. La FIFA n'a jamais suspendu une fédération parce qu'elle n'a pas bien géré les trucs. Mais la FIFA suspend quand il y a ingérence. Mais écoutez, il y a eu des projets de FIFA ici à la Fédération togolaise de football qu'on n'a pas bien géré. Voilà. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut que le CNO s'arrête. Il faut que M. Akpaki s'arrête. Et il va falloir franchement que M. Akpaki s'arrête. Il est en train de... Je dis qu'il a encore un chantier à finir. Le bâtiment qui donne sur le goudron de Nikonakwe, il doit nous finir ce bâtiment-là. Très bien. On a besoin de lui pour nous finir ce bâtiment-là. Il doit encore acheter un autre bus pour le CNO. Il doit finir de tout. Il est en train de bien faire les infrastructures là-bas. Il n'a qu'à se concentrer sur ça. Il a un deuxième mandat de 4 ans qui est là. Il n'a qu'à bien faire les choses. Il peut encore avoir un autre mandat. Il n'a qu'à laisser ses frères tranquilles et puis qu'on puisse travailler ensemble. Voilà, c'est une décision signée par lui-même d'abord, Akpaki Deladem, son vice-président Gagou Kokou. Quelqu'un d'autre, c'est Akene Adio, qui est la vice-présidente. Troisième vice-présidente. Voilà. Et puis le secrétaire Teoundé Asselim. Voilà un peu. Il n'y a pas une commission de discipline mise en place. Très bien. Voilà, c'est la situation. On espère que ça va se comprendre parce qu'après l'élection, quelqu'un le rappelait tout à l'heure, le président Akpaki est venu en rassembleur par rapport au discours qu'il a fait ce jour-là. On espère que ça va pouvoir se faire, on va dire, dans la négociation, dans l'entente, pour que ça puisse vraiment faire du bien au sport togolais dans son ensemble. Voilà, ça fait exactement une semaine que la première phase de la première division nationale de football a pris fin. Avec, tout le monde le sait maintenant, Entente 2 qui est au-dessus, qui est le patron de cette compétition à mi-parcours. On va retrouver également la SOTR qui vraiment se porte bien après un début difficile avec 3 défaites d'affilée. Et ensuite, Unisport également qui a montré beaucoup de choses et qui finit sur le podium alors que au même niveau de la compétition la saison dernière, le club de, Kouloundé était 10e
Voilà, il y a un petit changement, une nette évolution, on va dire, par rapport à ce club. Les promus, ils ont fait quoi? Bon, ils ont essayé d'être dans le rythme 11e et 12e pour cette phase aller. Et puis, on va noter que Doumbé, l'AC Barracuda, ça ne va pas bien. Alors, globalement, que dites-vous? Et on rappelle que 177 buts ont été marqués pour le compte de cette première phase. En combien de matchs? Ça fait 7 matchs toutes les journées, fois 13. Voilà, vous avez 170 matchs, oui. Plus 21 matchs, ça fait 91 matchs. Oui, 91 matchs, voilà. C'est très bon en calcul. Oui, calcul. Oui, quel est votre bilan déjà? Oui, il faut dire quand même que chaque équipe a essayé de bien se comporter, même si oui, derrière, certaines équipes ont déçu. Là, c'est Barracuda forcément, qui quand même a réussi à signer 2 victoires. 2 victoires après tant de journées. Il a fallu attendre, je crois, la 9e pour voir Wadia l'entame. Mais quand j'ai écouté Wadia faire son bilan, je me dis, il fait le bilan de la première division. Mais il est passé déjà par la 2e division. Souvenez-vous de sa première saison en tant qu'entraîneur au Kiti de Badou. Au Kiti de Badou. Oui. Voilà, ils ont été relégués. Oui. Voilà. Oui. Et quand on est relégué, c'est qu'on a perdu des matchs. Voilà. Je ne sais pas si Wadia met cette saison-là dans son bilan. Quand il dit qu'il n'a jamais perdu 2 matchs collés. Alors que, voilà, Okiti à l'époque a perdu des matchs. Il parle de la première division, voilà, forcément. Parce que, bon, nous on le prend en tant qu'entraîneur complet, que ce soit de la 2e ou de la première division. C'était juste une parenthèse. Pour dire que chaque équipe a essayé. Voilà, quand vous prenez le tableau de chasse, c'est-à-dire le classement, le premier a 23 points, le deuxième a 22 points, le troisième a 21 points, le quatrième a 20 points, le cinquième a 20 points. C'est que c'est un embouteillage. Ça se joue sur un match. Sur un match. C'est-à-dire sur un match, en tant que premier peut se retrouver 5e. Oui. En réalité, c'est cela. Et donc, ça suppose que chaque équipe a essayé quelque chose. Il y a eu des équipes, même Doumbé a gagné des matchs. Voilà, avec toute la difficulté. Et donc, quand je dis toutes les équipes ont essayé, mais il y a une équipe qui a eu toutes les difficultés en termes de résultats, c'est bien sûr AC Barracuda, mais une autre équipe a eu toutes les difficultés de la vie. Et ça, c'est Doumbé de Mango. Franchement, je ne sais pas si cette équipe-là va pouvoir même terminer le championnat. Statutairement, il y a encore un match de sursis. Si ils jouent le match qui vient, ils sont encore en championnat. Mais s'il manque encore un match, un 3e de suite, ils sortent du championnat par rapport au règlement. Alors, Doumbé, ma foi, même si Doumbé revient, il ne faut pas compter avec cette équipe-là. Malheureusement, qui n'est responsable en rien. La responsabilité vient d'abord de l'État togolais, l'État du Togo, le Togo que dirige Faure Gnassingbé, parce que, sincèrement, on a toute une région qui n'a pas d'infrastructure, les savanes, et parce que Doumbé n'a pas d'infrastructure, même remettez 1 milliard à Doumbé, on ne joue pas le football dans les bus. On se souvient que le ministère avait invité les 2 parties, la fédération et Doumbé, pour parler de ce problème. Oui. Normalement, ça devrait être fait au minimum. Installer, on va dire, une pelouse synthétique. Aujourd'hui, la priorité de la fédération, en réalité, il faut peut-être aller négocier un autre tapis. Mais le tapis actuel que la fédération est en train de faire, ça, c'est un autre projet carrément de la FIFA au niveau du centre de Bagbé ou Badja, je ne sais pas. Voilà. Actuellement, il y a un projet qui est là. Mais l'autre projet que la fédération doit trouver, c'est le projet pour les savanes. Mango ou Dapaon. Mais pour l'instant, la fédération ne l'a pas. La responsabilité de la fédération, c'est de n'avoir pas anticipé en privilégiant Sokodé, Atakpamé, Kara. Alors qu'il y a toute une région qui est là. Parce que quand vous prenez Atakpamé, j'ai bien envie de dire que Atakpamé, c'est un chef-lieu. Je suis d'accord. Mais quelque part, il y a un terrain qui a été construit, même s'il a été très mal construit au niveau de Ngotien. Il y a un terrain municipal au niveau de Palimé. Il y a un terrain au niveau de Péléponvier qu'on pouvait rapidement ressusciter. Il y a un terrain au niveau de Womé qu'on pouvait utiliser. Malheureusement, voilà, ces terrains-là n'ont pas été mis à profit. Et le tapis a été posé à Tapamé. Ça sert pour les plateaux. Sokodé, ça sert pour Central. Et puis Kara, ça sert pour Kara.
voilà un terrain que ASECA vient de construire au niveau de Ouelou. Ça vient encore servir. Mais dans les savanes, il n'y a rien. Et parce qu'il n'y a rien, je le dis, même si on remet 1 milliard de subventions à Doumbé de Mango, mais Doumbé de Mango ne doit pas jouer dans les bus. Parce qu'ils disent qu'ils sont toujours sur la route. Voilà. C'est-à-dire qu'ils jouent dimanche à Lomé, ils reprennent la route, ils arrivent à Mango lundi, le mardi ils reprennent la route pour revenir à Cara pour venir jouer mercredi. Avec tous les problèmes de leur véhicule. Tous les problèmes, tous les risques. Donc moi je pense que tant qu'on n'a pas d'infrastructure au niveau des savanes, Doumbé aura des problèmes, Fouadang de Dapan aura des problèmes, mais les autres équipes sont toujours dans le coup. Très bien. Chaque équipe peut se sauver, chaque équipe est encore dans la course pour peut-être jouer le titre. En tant de champion à mi-parcours, les ambitions, on attend le coach Seydou le dire, chaque fois on joue le maintien en haut du tableau. Cette équipe a-t-elle les moyens d'aller jusqu'au bout? Et quand on va au bout comme ça, c'est le continent. Nous parlons des moyens. De quels moyens parlons-nous? Parce que là, pour ce qui concerne les moyens financiers, je peux dire que oui, l'entente d'aujourd'hui respire un tout petit peu. Oui, il y a un président qui est là et qui soutient cette équipe-là. Maintenant, en termes de moyens humains, quand on prend cette équipe-là, il reste encore beaucoup de choses. Moi je crois que vous avez parlé tout à l'heure d'Unisport. Sa place à la saison dernière, quand on prend l'entente 2 aussi, l'entente 2 a connu des difficultés à la fin de la saison dernière. Ça a été compliqué pour les jeunes de Côte d'Ivoire qu'on a pas de finir ce championnat-là. Mais ils ont fini 13e, je crois. Oui, mais à la fin, rapidement, il y a eu quand même un programme qui a été mis en place avec ce stage-là en Côte d'Ivoire, quelques semaines passées donc à Abidjan, ont permis justement aux jeunes de Côte d'Ivoire d'essayer de mettre quelque chose en place. C'était avec l'équipe qui avait fini la saison dernière. Maintenant, quand ils sont revenus, il y a eu des changements. Il y a des joueurs qui sont partis, mais il y a également des joueurs qui sont arrivés. Charles Bodjinou n'était pas le gardien titulaire de l'entente de la saison dernière, mais aujourd'hui, c'est lui qui est le gardien numéro 1 de l'entente 2. On prend également certains joueurs qui n'étaient pas là la saison dernière, mais qui apportent à l'entente 2. Donc le travail a été encore fait, surtout que le championnat n'avait pas vite démarré. Et donc, ça a permis à l'entente de mettre quelque chose en place. Aujourd'hui, on voit un tout petit peu le résultat. L'objectif, quand vous approchez des dirigeants de l'entente 2, ce n'est pas le titre. Mais on veut quand même figurer parmi les meilleurs de ce championnat. Pourquoi pas finir dans les 3 premiers. Ça veut dire qu'on va relâcher après? Écoutez, l'entente 2, oui, ça peut arriver. Vous savez, il y a certaines équipes qui n'ont pas encore dit le dernier mot. Vous voyez un peu l'Eswotir, ce que cette équipe auterroise est en train de faire, qui a commencé ce championnat avec 3 défaites d'affilée. Mais aujourd'hui, l'Eswotir est deuxième, à 1 point du leader. L'Eswotir est deuxième. Et derrière, on retrouve d'autres clubs qui étaient quand même bien partis dans ce début de championnat, la SBINA ou encore Unisport. Donc, ce qui veut dire que ça peut arriver, l'entente peut relâcher. On a vu à la dernière journée, les jeunes ont perdu face au CDF ACNOU. Donc, ce qui veut dire que chaque équipe va se préparer, surtout que ce sera la phase décisive pour ce qui concerne ce championnat. Donc, ça peut arriver que l'entente de perdre des matchs ou perdre des points et finalement quitter cette place-là. Mais quand on s'approche des dirigeants, ils disent c'est de finir parmi les meilleurs. Et je crois que pour le moment, c'est une pré-saison qui sourit à l'entente de Dolomieu. Il va falloir continuer les préparatifs durant cette trêve-là afin de ne pas se faire surprendre à la fin donc, de ce championnat. Finir parmi les meilleurs, peut-être jouer le maintien, peut-être pas forcément en haut de tableau, comme le dit souvent l'entraîneur. Alors le deuxième dans ce classement, c'est bien la SOTR, vous en avez parlé. Et on va écouter le coach adjoint Noureddine Amidou. Nous avons cru en nous depuis le début du match. On savait qu'on allait faire la différence, même si c'est aux dernières minutes. Par moment, des occasions des pénaltys, on sifflait tout ça là. On était confiant qu'on allait forcément scorer. C'était notre force jusqu'à ce qu'on a eu le gain de cause. On ne peut pas faire une rotation dans ce genre de match aussi, de cette manière. Mais je vous le dis toujours, la SOTR, c'est une équipe constituée des jeunes, pratiquement. En manque d'expérience, oui. Mais en termes de talent, de capacité technique, tout ça, ils en ont. Mais l'expérience du championnat, ils n'en ont pas totalement pour le moment. Donc, ça va venir aussi pour eux. Voilà, Noureddine Amidou qui parlait plutôt d'un match de championnat. Du match contre Boulossou. Oui. Voilà, on sait qu'ils sont deuxièmes, on l'a dit, à un petit point seulement de l'entente 2, après avoir connu un début difficile, un départ difficile, avec 3 défaites d'affilée, mais ils sont là, bien présents. Bien présents, et ils ont aussi eu une très bonne série de 5 victoires de suite. Aucun club n'a fait mieux par rapport à cette saison.
Voilà, donc je pense que le projet OTR a démarré depuis la saison dernière, hein, avec une grande, avec un contingent, j'allais dire, de joueurs qui arrivent de Swallows. Parce que voilà, depuis un moment, il y a ce partenariat-là qui lie certains centres à certaines équipes. C'est ce que Swallows fait avec souvent cette équipe de l'AS OTR. Ça fait que l'équipe n'a pas un centre de formation. C'est vrai. Parce que, écoutez, il n'y a aucun projet, il n'y a aucune politique au niveau des équipes des sociétés, que ce soit l'AC Barracuda, que ce soit l'AS OTR. Mais depuis un moment, ils ont de la pépinière au niveau donc de Swallows et ça donne ce que ça donne. Aujourd'hui, ils sont en train donc d'évoluer. Maintenant, je me dis, depuis que la SOTR est devenue ASOTR, cette équipe n'a jamais joué le continent. Alors qu'on a connu la AS Douane en tant qu'équipe continentale. Peut-être, pourquoi pas, c'est le moment de retourner sur le continent. J'espère hein, que le budget, en tout cas, a permis tout cela. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un budget qui est donc donné, c'est l'OTR qui va chercher l'argent pour peut-être permettre à l'État de respirer. J'espère qu'il y a un budget au cas où la SOTR se qualifie pour le continent. Parce qu'à l'allure où vont les choses, je pense, et quand vous écoutez Ahmedou Nouroudine, cette équipe n'est pas prête de s'arrêter de sitôt. De sitôt, ils ont cette ambition de pouvoir continuer. Et ils ont, on va dire, un beau football aussi, voilà, dans ce championnat. Alors, Unisport 3e, oui, Bodé Taouraoué, lui, il a affiché ses intentions d'être sur le continent, sûr peut-être que le numéro 1 du club veut retourner sur le continent. Qui sait, il y a quelques saisons, les académiciens de Kouloundé ont joué une compétition continentale. En 2020. Voilà, en 2020, donc peut-être l'intention c'est d'y retourner. On va écouter Bodé Taouraoué qui a fini 3e. À défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Et l'objectif, c'était de maximiser les points autant possible pour cette phase à l'aide du championnat national de football. Cette 3e place vous va pour le moment. La saison dernière, Unisport termine la phase aller à la 10e place avec 19 points. Cette fois-ci, vous êtes 3e avec 21 points. Qu'est-ce qui a fait la différence? La différence, c'est que nous avons appris de nos erreurs et nous nous sommes levés tôt pour éviter les déconvenus de la saison dernière. À présent, parmi notre objectif de quelques joueurs expérimentés a été un atout considérable. Bodé Taouraoué, comment avez-vous préparé votre saison là? On a essayé de faire le recrutement par-ci par-là. On a recruté des jeunes qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire des jeunes qui sont des promoteurs. On a essayé de les recruter et puis on a essayé de compléter avec quelques joueurs expérimentés. C'est ce qui a essayé de faciliter notre tâche. Bodé Taouraoué, oui, le club Unisport fait partie de ces rares clubs à avoir battu, on va dire, en temps d'eux. Ici même à Lomé, oui, Unisport mené a pu renverser la situation. Oui, un club ambitieux. Ont-ils finalement les moyens d'y aller? Les moyens financiers, je pense que oui. Ils ont un dirigeant qui ne lésine pas sur les moyens. Machoud Yerima. L'honorable Machoud Yerima. Maintenant, les moyens humains, il faut peut-être essayer de renforcer ce compartiment. Nous sommes à la trêve et je pense que la fédération a ouvert d'ailleurs les vannes pour les équipes. Maintenant, les recrutements, est-ce qu'ils seront croisés? Parce que voilà, au moment où la première division est en trêve, la deuxième division continue de jouer, alors qu'on aurait pu avoir des mouvements croisés où des joueurs de première division peuvent se retrouver en deuxième division et puis le sens inverse. Maintenant ça, il va falloir, si on a des objectifs, des ambitions, d'aller chercher d'autres joueurs pour renforcer en tout cas cet effectif-là. Maintenant, il y a aussi un autre aspect. Moi, je dis quand on veut quelque chose, il faut qu'on valorise cela. La première fois que Unisport s'est retrouvé sur le continent, il y a eu une situation Covid. Je n'enlève en rien. Là, même si ce championnat avait fini, Unisport aurait pu même finir champion. Parce qu'il restait 6 journées et ASCO était devant Unisport. ASCO devrait avoir 4 matchs à l'extérieur, dont un à Sokoré contre Unisport. Et Unisport devait avoir 4 matchs à domicile sur les 6 restants.
ça suppose qu'il y avait l'avantage quand même à ce que Unisport finisse champion. Mais le championnat a été suspendu et la fédération a décidé de valider les résultats. Et Unisport s'est retrouvé comme ça sur le continent. Mais aujourd'hui, une équipe, quelqu'un d'autre dira que c'était une qualification accidentelle sur le continent. Mais aujourd'hui, vous décidez véritablement d'aller sur le continent. Moi, je pense que ce n'est pas du ressort seulement de Urobody Taourawe de dire oui, nous voulons jouer le continent. Parce qu'en aucun moment, le bureau directeur ne s'est jamais prononcé sur S'il le dit, c'est parce qu'on lui a dit. Mais écoutez, nous aussi, nous allons aux informations. Le président l'a dit où et quand. Moi, je voudrais savoir. Parce que je voudrais aussi, quand les supporters me posent la question, Unisport, on a appris que oui, je voudrais leur confirmer ça avec beaucoup d'aisance. Mais quand c'est l'entraîneur qui dit, on veut être champion parce que moi aussi, je veux alourdir mon palmarès, mais il y a un problème. Alors, c'est l'entraîneur qui fixe les objectifs du club ou c'est le bureau directeur. Donc, moi, je dis, je ne doute pas du fait que Unisport veuille jouer le titre ou veuille jouer une place sur le continent. Mais je dis que ça soit un objectif collectif et officiel du club. Là, ça va permettre aux joueurs et même au 12e homme derrière Unisport véritablement d'œuvrer à ce que ce club-là arrive quand même à ses objectifs. On verra bien la suite. Et quand on prend l'éternel champion, le quintuple champion en titre ASCO, qui est classé 7e, avec, on va dire, combien de points de retard? 5 points de retard sur le premier. Et ASK, l'éternel deuxième, qui est 5e, avec 20 points. 3 points de retard sur Entendeur. Que peut-on dire de ces deux clubs? Ça peut revenir à la phase aller. Ils vont mettre le turbo. Ça dépendra de la vision et des objectifs fixés. Je ne dis pas que ASCO et ASK n'ont pas pour objectif de jouer encore une fois le titre, mais est-ce que quelque part ces clubs ne sont pas fatigués? Est-ce qu'ils ne sont pas fatigués à chaque fois d'aller revenir et qu'il faut maintenant se reposer, reprendre les choses, remobiliser un tout petit peu les ressources afin de mieux revenir les saisons à venir? Maintenant, quand on prend ASCO, je me dis qu'il y a encore quelque chose qui manque à cette équipe-là parce que depuis le début de cette saison, on ne sent pas cette équipe-là. Ce n'est pas la même formation qu'on a retrouvée la saison dernière ou encore la saison d'avant. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui manque. Ce ne sont pas véritablement les mêmes joueurs. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup plus de jeunes joueurs qui sont arrivés du côté de la COSA, mais on dirait que ça ne prend pas comme cela se doit. ASCO et ASK avaient beaucoup plus de matchs en retard. Je crois 3 matchs en retard. Mais quand vous prenez ces 3 matchs-là, ça n'a pas profité à ASCO ou encore à l'ASK. Je crois qu'ASCO a réussi à faire 3 matchs nuls par rapport à ces matchs en retard. L'ASK a gagné un match face au CDF Aknou. Les 2 autres, c'est une défaite et puis un match nul. Donc, ce qui veut dire que ces 2 clubs n'ont pas rentabilisé par rapport à ces matchs en retard. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ces clubs se retrouvent. Mais ce n'est pas encore fini. Écoutez, vous parlez de 5 points, vous parlez de 3 points. Donc, ce n'est pas aussi un grand écart entre ces clubs-là et l'équipe qui est en tête du championnat. Ce qui veut dire qu'en phase retour, ces 2 équipes peuvent toutefois revenir donc, dans ce championnat et pourquoi pas occuper les premières places. Mais depuis 5 ans, je crois que c'est la première fois où, à la mi-saison, ce n'est plus ASCO qui est champion. Ouais, qu'est-ce qui les empêche? Ils n'ont pas mis le turbo. ASCO, par exemple, le fait peut-être de changer de président a changé les ambitions, le fait pour eux d'être souvent sur le continent et de ne pas réussir, ça a démoralisé le groupe. Qu'est-ce qu'il se passe? Bon, il faut aussi dire que le recrutement d'ASCO n'était pas aussi rationnel, parce que les joueurs d'il y a 2-3 saisons derrière ne sont pas de même calibre que ceux qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, c'est de bons joueurs, mais ce ne sont pas de très, très, très bons joueurs. Voilà, donc c'est des joueurs aussi qui ont quitté le Sans-Soilose, beaucoup qui sont... Qui étaient du côté de l'OTR. Du côté de l'OTR, d'autres étaient encore avec ASCO de Cara, alors qu'avant, on voyait les joueurs venus traverser la frontière, venus donc du Bénin, de la Guinée, du Sénégal. Et donc, les ambitions ont été revues. Parce que quoi qu'on dise, à un moment donné, ASCO était surfé sur, je ne sais pas, il n'y avait pas de politique au niveau d'ASCO. On jouait seulement. Et on voulait montrer quelque chose. Et je l'ai dit, ASCO voulait montrer quelque chose et ASCO a pu montrer quelque chose. Aujourd'hui, ASCO est le seul club au Togo qui a aligné 5 titres de rang. Personne ne l'a fait. Voilà. Et donc,
c'est quelque chose que ASCO a fait et qui peut peut-être faire des décennies avant d'être battu en brèche. ASCO aujourd'hui court derrière un autre titre, c'est-à-dire égaler le titre de Semassi. Et puis voilà, maintenant, en termes de projet, ASCO n'en a pas. D'ailleurs, ils n'ont pas de terrain. Ils ont commencé cette concurrence positive avec la SCK, mais mine de rien, aujourd'hui, les chauffeurs ont leur installation. ASCO, ce ne sont pas les moyens qui manquent. J'ai eu dire qu'entre-temps, ASCO a failli démarrer son projet de terrain, sauf que voilà, on ne construit pas sur un terrain qui ne vous appartient pas. Apparemment, les installations, le terrain n'a pas été véritablement pour ASCO. Voilà pourquoi quand les voitures sont arrivées, il y a eu un souci. Et puis ça s'est arrêté là. Donc moi je dis, à un moment donné, on est allé sur le continent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a pas donné grand-chose. L'honorable n'a pas voulu se donner trop de mal dans le recrutement. Il a voulu ramener les choses à un niveau donné. Et puis, ce qui a encore enfoncé ASCO, quoi qu'on dise, même si Menya Singbe reste toujours ce président, même n'étant pas au fauteuil, c'est le maire, Koza 1, qui est maintenant président. Mais ce président d'honneur qui est derrière reste toujours président. Quoi qu'on dise, il est encore, son nombre plane sur ASCO de façon positive, sauf que les résultats ne sont plus là, parce que ASCO aujourd'hui est dans le ventre mou du classement. Ça ne ressemble pas à ASCO, même si ce championnat n'est pas fini, parce qu'il n'y a que 5 points et donc 2 matchs de différence entre le premier aujourd'hui ASCO de Kara. Mais attention, le titre, ASCO peut le garder. Je ne voudrais pas mettre une pièce. On verra bien. Oui, Grégoire Ratignon, à vos yeux, les promus ont fait quoi sur cette phase aller? Bon, quand on prend les promus, je crois que c'est des résultats en dents de scie. Ils sont 11e et 12e étoile à voilà, donc je me dis que c'est des résultats mi-figue, mi-raisin, que ce soit pour ACNUR ou que ce soit pour l'étoile filante. Oui, il y a ACNUR qui avait quand même bien commencé avec un match nul et une victoire, mais par après, cette équipe a perdu donc sa verve et a aligné beaucoup de défaites. Mais ensuite, ils sont revenus donc dans ce championnat. Je crois que le début a été un peu compliqué. L'apprentissage a été un peu compliqué pour les académiciens. Mais par après, ils sont revenus quand même dans ce match avec de bons résultats pour finir donc cette phase aller. Quand on prend l'étoile filante, oui, les Bleus aussi avaient bien entamé cette victoire-là à Tapamé face à Tambo de Dacha. Ensuite, un match nul face à Espoir. Mais par après, il y a eu des soucis. Tout d'abord au niveau donc du staff technique, Ben Adjakpa qui est parti, Papo Koumi qui était arrivé mais qui n'était pas aussi confirmé. Par après, c'est un autre qui est arrivé. On a vu également les résultats. Véritablement, ce n'était pas de la tranquillité au niveau donc des Bleus de la capitale. C'est ça qui explique aujourd'hui ces résultats-là, ces classements pour ces deux formations. Mais si ces deux équipes veulent véritablement se maintenir, en tout cas en première division, je crois qu'ils doivent encore beaucoup plus carburer, travailler, parce que là, AC Barracuda n'a pas encore dit son dernier mot. Et quand on sait que ce sont deux équipes qui vont descendre, il va falloir encore continuer beaucoup plus le travail. ACNUR, par exemple, c'est 6 matchs perdus, 4 nuls, 3 victoires sur l'ensemble des 13 matchs. Quand on prend par exemple... Ils ont battu les grands. Oui, ils ont battu ASCO, ils ont battu en temps 2. Et comme vous le dites, ça ne suffit pas. Quand on prend par exemple l'étoile filante, c'est 4 matchs de perdus, 5 nuls, 3 victoires sur cette première phase. Bon, ce n'est pas ce qu'on attendait. Juste un mot sur les deux. Oui, on est resté sur notre soif par rapport à ACNUR. Maintenant, on se dit, quand on bat l'actuel leader pour finir une saison, ça peut donner en tout cas psychologiquement des arguments à cette équipe-là. J'espère que le président va essayer aussi de renforcer un tout petit peu son effectif. Maintenant, l'étoile filante pouvait faire mieux, sur certains matchs. Franchement, par exemple, ce match perdu dans les dernières secondes devant Gomido. Oui, et même face à Doumbé, on se souvient. Face à Doumbé. Il menait 2-0, et puis après, c'est 2-3. L'étoile filante pouvait faire mieux par rapport à l'effectif. Très bien. Mais cette équipe a été dérangée aussi par certaines blessures. On espère que le Shooting Star va se reprendre.
parce que c'est des promus. Et quand on est promu, attention à prendre l'ascenseur ou bien les escaliers à leur retour. C'est souvent préjudiciable. Merci Latif Yorouma d'être venu. Grégoire Attignon, merci. Merci Olivier Koudjo, ok. Merci Sir Fonelom pour la vidéo. On se retrouve, on va continuer avec le bilan de la phase aller dans les émissions à venir. Allez, à très bientôt.